Alerte générale! Eh oui, alerte générale, parce que nous venons à l'instant d'avoir arrivé notre invité, Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alexandre Moix. Oui, qui est donc journaliste, écrivain et réalisateur, qui a réalisé, moi notamment, ce qui m'avait interpellé, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Alexandre, c'était le documentaire sur François Truffaut. Oui, tout à fait. Qui fait partie des réalisateurs que j'aime beaucoup, et donc on a eu l'occasion de se rencontrer à cette occasion-là. Octobre 2015, vous avez fait cette interview. Tout à fait, alors exact. Au Carme à Orléans. Exact, très bon cinéma. Très bien, bonne mémoire. Alors Alexandre, on parlait à l'instant effectivement qu'il y a le match de foot ce soir à la télé en direct, et on parlait du coup de films tels que Coup de tête. Ah, évidemment. Bien sûr. Bah oui, avec Patrick Devers. Très grand film, très grand film. Alors apparemment, Alexandre est un fan. Oui, j'avais fait un documentaire sur Patrick Devers. Alors raconte-nous un petit peu Patrick Devers, qu'est-ce que tu as pu dire là-dessus? Plein de trucs. Enfin, c'est marrant parce que moi j'ai, on va dire, connu Patrick Devers, pas en vrai, mais à travers ses films. Et il y a un jour une cassette vidéo qui traînait chez mes parents et c'était Coup de tête. Et donc Patrick Devers, j'avais enclenché cette cassette et j'ai été scotché en voyant Coup de tête. C'est mon film préféré de pour Patrick moi Devers. est mon film préféré de Patrick Devers. Ah oui, il fait tout là-dedans. Il est incroyable. Passe par toutes les émotions, il est super. Il est juste incroyable. Ouais. Ouais. Et c'est drôle parce que du coup, je connais très bien sa fille, sa deuxième fille, que lui n'a pas connue parce qu'elle avait 3 ans quand il s'est suicidé. Et en fait, pendant des années, elle me racontait qu'elle était interdite Patrick Devers chez elle. C'est-à-dire que sa famille voulait pas qu'elle voie les films de Patrick Devers qui étaient un peu perturbants, genre série noire et tout. Et elle a fini un jour par voir la filmographie de son père et son film préféré, c'est Coup de tête. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, c'est vraiment là que je sens que c'est... Enfin, voilà, d'après tout ce qu'on m'a raconté, mon père est vraiment là dans ce film-là. Alors, il joue quel personnage déjà dans ce film? Il joue François Perrin. Ah, les Perrins. Eh ouais, allez trinquant. Les trinquants. Et le film est génial. C'est l'histoire d'un type qui joue au foot dans une équipe un peu pourrie de seconde zone. Mais qui monte tout doucement. Et c'est l'attraction principale de la ville en fait. C'est ça. Ils vont faire un match. Il y a un accident de bus. Ils ont besoin d'un joueur. Parce que le joueur principal est blessé et ils prennent Devers pour le remplacer et il marque des buts. Il faut pas oublier qu'ils l'ont envoyé en prison. Ils l'ont envoyé en prison avant parce que voilà, il a été accusé justement d'une agression que c'est pas lui qui l'a commise. Il voulait l'éloigner de la bande parce qu'il a un peu c'est une forte tête, c'est ça, c'est une grande gueule. Voilà. Et Devers est absolument incroyable dans ce film, vraiment génial. Et non, c'est un très très grand acteur. Ah oui, en réalisant ce documentaire-là, moi c'est toujours un truc qui m'a intrigué chez ce comédien. Comment il a pu en arriver justement au suicide? Il y a plusieurs hypothèses. Moi j'ai eu plusieurs du coup son de cloche. Il a eu un problème avec Coluche. Voilà, c'est la version que j'ai aussi. Ouais, qui était vraiment son meilleur ami. Et qui est parti qui est parti avec sa femme voilà. aux Antilles, dans sa belle baraque aux Antilles. En plus ils étaient tous sous pète et sous héroïne et compagnie, toujours tous ensemble. Et Devers était là-bas aussi. Et il devait rentrer pour tourner le film Edith et Marcel avec Lelouch. Donc il revient. Et il reçoit un coup de fil. Ça, c'est en plus sa fille qui me l'a raconté. Donc il reçoit un coup de fil. On n'a jamais su qui était ce fameux coup de fil qu'il a reçu au film 13 pendant qu'il tournait la préparation du film. Et du coup, il est rentré brusquement chez lui. En fait, c'était sa femme qui l'avait appelé en lui disant « Je ne rentrerai pas, je te largue, je reste avec ton pote Coluche et tu reverras pas ta fille. » Et là, Devers, qui s'est dit « Je vais pas me refaire un Miu Miu bis qu'il avait largué. » Pour Julien Clerc, de mémoire. Pour Julien Clerc, où il avait vraiment été rétamé avec cette histoire. Il s'est pas revu, quitté, plus voir sa fille. En plus, il était vraiment sous coke, sous héroïne, bien comme il faut. Il est rentré chez lui, il s'est dit, voilà, stop, quoi. Et donc, il a pris la carabine que lui avait offert Coluche. Oui, c'est l'ironie, quoi. Ouais, il s'est mis le canon de la carabine à la bouche, il s'est regardé et boum, il s'est fait sauter la cervelle.
voilà. Alors, on va essayer de passer à une version un peu plus joyeuse de Patrick Devers, qu'on en gagne un meilleur souvenir. Pour revenir à coup de tête, effectivement, donc il y avait Patrick Devers, mais il y avait aussi d'autres acteurs qui étaient dans ce film, notamment Paul Persson, qui faisait le rôle de Lozeran. Le marchand de meubles. Voilà, tout à fait. Le feu ou lâche, voilà. Le feu ça défoule, le feu c'est joli. Voilà. Il y avait aussi Jean Bouise, bien sûr. Ouais. Très grand acteur. Ah oui. Que nous avons revu dernièrement dans Le Vieux Fusil. Oui, avec Noiret et Romy Schneider, que j'ai présenté donc dans ta chronique, dans la chronique TNT. Très grand acteur, qui avait Robert Dalban aussi, qui fait celui justement qui croit en lui, puisque c'est lui qui propose Patrick Devers comme remplaçant. Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Maurice Barrier qui faisait donc le patron du cafetier, le fameux penalty. C'est ça. Alors c'est drôle parce qu'en fait, donc c'est Jean-Jacques Hano qui a tourné le film, que j'ai interviewé du coup pour mon documentaire. Et en fait, il s'est inspiré du club d'Auxerre à l'époque, qui était comment il s'appelle, Giroud, qui avait entraîné Devers, qui faisait de l'élevage de joueurs. Voilà, qui disait que Devers avait une bonne condition physique, mais n'était pas un grand footballeur. Bon, après, voilà. Mais donc et c'est marrant parce que Jean-Jacques Hano et Francis Weber, parce que le scénario est de Francis Weber, à qui on doit Dîner de con, La Chèvre et tous ces grands films, on fait la tournée de tous les petits clubs de foot et des bistrots de France pendant un an ou deux, en ramenant plein d'anecdotes, et des anecdotes absolument incroyables qu'ils ont même pas pu mettre dans le film. Il y en a certaines dans le film. Et donc Jean-Jacques Hano a halluciné du milieu comme ça, un peu footeux, un peu glauque, des dimanches après-midi de petits clubs au froid. Voilà. Donc il a fait un peu une satire de ce milieu. Il y a eu un autre film sur le foot, À mort l'arbitre. Ah oui, qui pour le coup était assez avec Elie Mitchell entre autres. Mais ça, c'est un film de mémoire, c'est un film de. À mort l'arbitre, c'est comment il s'appelle, ce réalisateur complètement secoué. Oui, c'est celui qui dit toujours. Jean-Pierre Mocky, j'ai fait un film et je t'emmerde. Jean-Pierre Mocky. Ouais, Jean-Pierre Mocky. Ouais. Allez, on se met une petite musique. Tu souhaites justement parler de La Chèvre. Ah bah voilà. C'est. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Web Passion dans l'émission Ciné Passion avec Alain et Christophe, et ce soir notre invité c'est Alexandre Moix qui est là également pour nous parler d'un documentaire sur lequel il travaille actuellement à propos d'un grand réalisateur français qui s'appelle Jean Renoir. Alors pourquoi en es-tu arrivé à faire un documentaire sur Jean Renoir? Personne connaît aujourd'hui Jean Renoir. Plus beaucoup, effectivement. Il se fait rare, Jean Renoir. Enfin, les jeunes générations surtout. Ouais, et même si de temps en temps on revoit passer des films comme French Cancan ou La Grande Illusion, qui est son film avec Gabin. En général, on le voit au mois de novembre, ce film. Ouais, ou avant Noël, effectivement. Ou avant Noël, ouais, parce qu'en plus il y a une super ambiance, il neige et tout. C'est ça. Ouais, dans le film. Et alors pourquoi Jean Renoir? Parce que c'est un peu la suite logique de Truffaut. C'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé ces réalisateurs. Et Truffaut, j'adore, et Truffaut aimant Renoir, j'ai vite été voir Renoir, et effectivement j'ai adoré Renoir. Et puis alors je suis un peu particulier, c'est des films que j'ai regardés quand j'étais ado et je suis tombé dedans. Donc j'adore. C'est souvent comme ça. J'adore. Alors je passe de Devers, mais je passe à Renoir aussi. Voilà, j'aime bien faire le grand écart comme ça. Mais on n'est pas loin de Renoir à Devers. Renoir a été un des premiers cinéastes français à adorer les seconds rôles. Oui, donner une part belle au second rôle. C'est ça. Renoir était un réalisateur qui donnait sa chance à tout le monde. C'est-à-dire qu'il aimait autant les rôles principaux que les seconds rôles. Et d'ailleurs, dans La Grande Illusion, les Carrette et Dalio, et qu'on connaît plus trop maintenant, qu'on connaît même plus du tout, sont des seconds rôles extraordinaires qui sont au même niveau que Gabin ou Pierre Freinet. Exact. Et voilà, tout le cinéma qu'on connaît, des Weber, des Francis Weber, des Jean-Jacques Hano, voilà, qui ont fait des coups de tête après, c'est les héritiers de Jean Renoir. Tous ces acteurs que tu citais tout à l'heure dans Coup de tête sont des seconds rôles qu'on retient. D'ailleurs, tu les as retenus, on les retient autant que Devers, parce qu'ils créent un univers dans un film comme ça, et ça vient de Renoir. Il y avait ça, et puis il y avait ce que disait souvent Audiard, ils ont des gueules.
C'est ça. C'est ça, oui. Quand Ouais, on prend c'est- Robert Dalban, par exemple. Robert Dalban, que mon père a affectueusement appelé Gros Pif. Gros pif, Eh ah ouais, oui. non, et c'est quand tu vois la gueule de Michel Simon, qui était un grand acteur, mais quand tu vois cette gueule-là, tu te dis que ce type-là, Hollywood, il aurait pas Ouais, été un grand acteur. C'était pas Pas possible. vraiment, non. Bon. Et c'est ça qui est incroyable en France. Et Renoir a été un des premiers cinéastes français à créer un univers comme ça très français de second rôle. Et les gens à l'époque, moi, je me souviens, ma grand-mère me disait, on allait voir des films, de Gabin, de machin, mais des films parce qu'il y avait Carrette dedans, il y avait Dalio, il y avait un tel, des petits rôles qu'ils adoraient revoir. Jules Berry aussi, notamment. Jules Berry, c'était un grand acteur, qui n'était pas second rôle, lui. Hein, Non. Qui il était était pas- oublié. On est Qui bien était d'accord, oublié, c'était pas un mais second qui rôle. était Jules Berry, qui était un acteur tellement génial que même Gabin, dans le film de Carnet, Le jour se lève, il y a une scène où ils sont face à face, Oui. et Gabin a dit, ce type-là est un génie. C'est-à-dire qu'il voyait Jules Berry qui improvisait ses rôles. Enfin, il improvisait pas. C'est-à-dire qu'il connaissait son rôle par cœur, mais tellement par cœur que du coup, il faisait ce qu'il voulait après. Il en rajoutait et tout. Et Gabin était fasciné dans une scène en voyant le rôle, Oui, puis le numéro qu'il était en train de jouer devant lui, et il est, voilà, quoi. quand on sait que Gabin était plutôt avare de compliments. Donc, En plus. En plus, oui. Voilà. Donc Renoir, c'est ça, c'est une ambiance, c'est des films très français. Et puis Renoir est un des premiers à apporter quelque chose de nouveau dans le cinéma qu'on retrouve maintenant, qu'on a retrouvé dans la nouvelle vague. C'est vraiment le père spirituel de la nouvelle vague, de plein de réalisateurs qui sont venus après. Il a inventé la liberté dans le cinéma. C'est lui qui le premier a sorti sa caméra. Son père était le grand peintre Pierre-Auguste Renoir, donc impressionniste. Oui, donc oui. il a vu son père. Quand il était enfant, il a vu son père prendre son chevalet, sortir dehors et peindre sur motif, sur le réel. Et Renoir s'en est souvenu. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est devenu cinéaste? Il a pris sa caméra, il a été dehors. Alors qu'avant, tous les films se tournaient en studio. Donc c'était un des premiers, même le premier, à prendre sa caméra, à sortir dehors, à faire du son direct, parce qu'il ne supportait pas le son synchro, post-synchro. Il voulait que la vie sur l'écran, et la vie sur l'écran, c'était le son direct, sortir la caméra dehors. Et la nouvelle vague s'en est inspirée après. D'ailleurs, je crois que, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que La Fille de l'eau, justement, c'est son premier film et qui était déjà en extérieur. Qui était déjà Son plus premier film, c'est Catherine. C'est Catherine. C'est Catherine. Hein. Ouais, mais c'était uniquement une projection privée. Hein. Oui. Ça n'a pas été diffusé au grand public. Alors c'est marrant parce D'accord, que ouais, c'est pour ça que je t'ai pas invité, effectivement. ouais, moi non plus. Et alors c'est marrant parce que le Renoir est venu au cinéma totalement par hasard. Hein. Son père était immensément riche. C'était pas du tout Van Gogh, hein, son père. C'était pas un peintre maudit. Hein. Il était très très connu de son vivant, très très riche. Donc les enfants n'avaient pas de soucis à se faire dans la vie. Et Renoir se demandait ce qu'il voulait faire. C'était un peu un tocard, quoi, hein, un raté. Il savait pas trop quoi faire. Et il a épousé le dernier modèle de son père. Donc son père meurt. 2 mois après, il épouse le modèle de son père, qui s'appelait Catherine, une belle rousse. Et il en était fou amoureux. Et elle, son rêve, c'était de devenir une grande actrice américaine même. Hein. Et Renoir s'est dit, tiens, si j'essayais de faire du cinéma pour elle. Mmh. Elle veut devenir actrice. J'ai du pognon, je vais produire des films. Donc il a vendu des tableaux de son père et il a fait du cinéma. En un sens quelque part, enfin je sais pas si c'est la réalité, mais personnellement moi je l'ai ressenti de cette manière-là. Je trouvais que c'était une belle preuve d'amour. C'est vrai qu'on peut trouver plein de raisons pour faire du cinéma, mais faire du cinéma, faire un film pour sa femme. Ah oui, oui. Il y a un peu de Pygmalion et de Muse quand même. C'est ça. Et puis bon, lui il perd pas le nord, Renoir. C'est qu'il se dit qu'à travers sa femme, qui est une belle actrice, il va devenir quelqu'un. Sauf qu'il a mis beaucoup de temps à devenir quelqu'un. C'est-à-dire que ses films n'ont pas du tout marché. Le public n'a pas pris ces films, ne plaisaient pas. Et puis après, il a vendu quand même des toiles de son père pour financer ses films qui étaient tous des échecs. Et il y a un jour, il a eu une difficulté supplémentaire, c'est que le cinéma parlant est arrivé. Et là, c'était plus le même truc, quoi. C'est que pour faire un film, ça coûtait cher, donc il suffisait pas de vendre une toile de son père. Donc il a dû trouver des producteurs. Et ces producteurs lui ont dit, tes films n'ont pas marché avant, il va falloir que tu fasses tes preuves, mon pote. Alors qu'il avait déjà fait 10 films muets avant. Ils lui ont dit, non seulement tu vas faire tes preuves, mais en plus on veut pas de ta femme. Tu prends ou pas? Il a dit ouais je prends. Donc sa femme l'a quitté. Il s'est dit c'est pas grave, je continue de faire du cinéma. Donc Renoir très opportuniste. Hein. Et
on lui donne sa chance. En gros, il passe un examen quoi. C'était en France ou aux États-Unis? C'était en France. Et on lui dit, tu vas faire un moyen métrage avec Michel Simon, on purge bébé. Et là, le film a marché. Ils se sont dit, bon, maintenant on va te donner ta chance pour faire un long métrage. Et il a commencé dans le cinéma comme ça. Ces films ont été des échecs toute sa vie. Il a eu un succès qu'il a grandélisé en 1937. Oui, il y a eu La Bête French Humaine aussi. Cancan. Qui a bien marché. La Bête Humaine, qui a bien marché. ouais. Mais ça n'a pas été un succès tel qu'il l'espérait. Et French Cancan non plus? French Cancan était un succès. Ouais. Un succès. Un bon succès. Mais dans sa seconde carrière, c'est-à-dire que Renoir, à un moment, on a eu ras-le-bol. En 1939, après l'arrêt du jeu, où en plus il est devenu, il rêvait d'être acteur. Il se met en scène dans le film, et là, les gens le trouvent mais archi mauvais. Plus le film étant incompris et lui étant archi mauvais, il s'est dit je me casse. Et il s'est barré aux États-Unis. Bon, pour plein d'autres raisons aussi, parce qu'on est en 39, il s'en va en 41, ça l'a arrangé, comme s'il n'était pas en France pendant l'occupation. Et toute sa dernière partie de sa vie, il l'a fait aux États-Unis. C'est-à-dire que ce cinéaste français est devenu citoyen américain. Il a vécu 43 ans aux États-Unis. Il est mort là-haut. Et là-bas, il a essayé de faire une carrière américaine en se disant chouette, je suis pas compris en France, mais de toute façon, je suis un génie. Et vous allez voir, je vais être l'équivalent de Chaplin. Et il s'est rétamé. C'est-à-dire qu'il a fait 6 films qui ont été des échecs, mais humiliants. C'est-à-dire que les studios le faisaient même retourner 2 fois les films tellement qu'ils étaient mauvais. Et c'était fini pour lui. Et après, il est revenu plus ou moins en France parce que la nouvelle vague Truffaut l'ont redécouvert en disant avec des films comme c'est un grand mec, il a fait French Cancan. D'accord, ou comme Le Journal d'une femme de chambre en 46. Alors ça c'était la période américaine justement. Qui n'a pas marché. Et après il a fait la French Cancan qui a bien marché après des films totalement mauvais. Qui ont été un échec et ensuite c'était fini pour lui. Voilà le petit père Renoir. D'accord. Et tu parlais de la nouvelle vague et moi, je te pose la question. Quels sont tes réalisateurs préférés? Bon, on sait tous, il y en a quelques-uns, mais bon, on en cite principalement 4 généralement de la nouvelle vague. Quels sont tes préférés? François Truffaut. Moi, j'adore Truffaut. Ça, je me doutais parce que là, j'ai deux spécialistes de Truffaut. Moi, je suis plutôt un fan de Lelouch personnellement. Mais j'aime beaucoup Lelouch, ceci dit. Vague, plus que Truffaut. Alors, est-ce que Lelouch fait partie de la nouvelle vague? Pas vraiment, non. Il était considéré dedans quand même. Non, t'avais Chabrol, t'avais Godard et t'avais Romer. Ouais. Après, il y en a eu beaucoup. En fait, il y a eu Eustache, il y a eu Jacques Rosier. Il y en a pas mal en fait. Ils ont été nombreux. Il y a eu Agnès Varda. Exact. Agnès Varda, exact. René. Rivette. Jacques Rivette, Rivette, des gens un peu moins connus en fait maintenant. D'accord. Et quels sont les films que tu retiens? J'aime beaucoup Lelouch. J'aime beaucoup Lelouch. Alors moi j'aime pas tout. Je te dis franchement. Très inégal. Voilà. Moi j'aime pas tout de Lelouch. Franchement, moi je suis un fan de Lelouch, mais j'aime pas tous ses films non plus. Moi je suis bon client, tu vois. Mais pour te dire, tu vois, Lelouch a fait du très 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 mauvais et du génial. Oui. Ouais, mais même dans le très mauvais, moi je le trouvais bon quand même. Bah ouais, moi il y a des films pour moi qui sont qui font vraiment partie du cinéma français. Alors je parle pas de mon film français préféré puisque c'est un film de Lelouch. Alors quel est ton film préféré? Alors de Lelouch, de Lelouch, moi c'est l'aventure. Voilà, avec la pléiade d'acteurs tous disparus qu'on connaît. Et bon après il y en a que j'aime bien comme Le Voyou avec Trintignant et d'autres films. Et des plus récents parce qu'il a fait des très bons. Écoute bizarrement j'ai bien aimé le dernier qu'il a fait avec Johnny et Salaud Salaud en thème. Franchement j'ai trouvé très bien. Il y a des films comme La Belle Histoire, moi j'avais trouvé incroyable. Oui, alors ça c'est la période Lelouch, bon qui est faut aimer Lelouch et faut rentrer dedans parce que sans quoi si on n'est pas toute cette période-là, elle est un peu plus difficile, je pense, pour le Candide. Je dirais. Et Edith et Marcel pour en revenir à Devers. Marcel, ouais, bien sûr. Pas Devers, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas Patrick Devers dans ce film. Non. J'aime moins. Alors moi, j'aime moins Godard. Alors c'est marrant. Je crois qu'on est tous d'accord. Alors moi, Godard, il y a un seul film que j'aime, mais c'est À bout de souffle. C'est À bout de souffle. C'est le seul film de Godard que je trouve magnifique. Ouais. Le reste, j'y arrive pas. Et le pire de tous pour moi. Il y en a des très bons. Il y en a des très bons, mais c'est le seul pour moi. Le Mépris est quand même très beau film. Ouais, moi j'ai moins aimé Le Mépris. Masculin féminin avec Chantal Goya qui est étonnant, qui est marrant. Alors là tu m'apprends quelque chose parce que j'ai pas vu du avec tout. Jean-Pierre Léo et alors qui est très nouvelle vague. Jean-Pierre Léo, ouais. Qui a un très beau noir et blanc et qui, enfin voilà, qui est. Je remets le micro. Hop.
Hop là. Et Jean Eustache, j'aime beaucoup Jean Eustache. Ouais. Oui. Et ben moi bizarrement, tu vois, où il y a une pléiade d'acteurs très connus, un film donc de Godard que j'ai pas du tout aimé. J'en ai un très mauvais souvenir, c'est Détective de Godard. Ah oui, non, mais c'est. Ah, une horreur. Ouais, c'est une horreur. On aurait dit qu'il a pris les pires scènes, celles où elles ont été le plus mal tournées, et c'est celle-là qu'il a montée. Ah, puis il y a un truc qui est bizarre chez Godard, c'est que enfin vraiment, ses films reflètent vraiment sa personnalité. C'est-à-dire que ses films sont pas sympas. Enfin, Ouais, en tout cas, il y a une période de sa vie où ses films sont pas sympas. Il est un peu antipathique, hein, faut dire ce qui est. Et il y a vraiment ça, c'est que il se cache pas, quoi. Bon. À la rigueur, il assume, d'un autre côté. Et Chabrol, parce que Chabrol, pour moi, c'est un peu le louche. C'est très inégal. Hein, ouais, mais j'aime beaucoup Chabrol, moi. Et ses films sont sympathiques. Ah ouais. Reflète aussi ça. Ouais. Il y a de très bons films. Donc on continue. Tu avais quelque chose à nous envoyer, je crois, Christophe. Oui, tout à fait. J'avais quelque chose à envoyer. Attends, J'ai glissé, chef. Oui, excusez-moi, j'ai un peu glissé. Alors attendez, je vais remettre ça. Alors, puisqu'on était dans Renoir, il y a une musique dans le film. Ça y est, ça m'a échappé. La complainte de la butte, c'est dans quel film ça déjà? French Cancan. French Cancan, c'est ça. Et c'est parti pour la complainte de la butte. Plus près, plus proche. Radio Web Passion. Bonne soirée. Les meilleurs souvenirs. Radio Web Passion. Et maintenant, la sélection des films de la semaine sur la TNT par Alain Dardenne. Et oui, bon film, nous sommes toujours sur Radio Web Passion, toujours avec notre invité Alexandre Moix qui est venu nous parler de Jean Renoir, un documentaire qu'il est en train de terminer. Et tout de suite, Alain va faire l'autoportrait chinois. Oui, un autoportrait chinois, parce que j'ai vu dans l'interview que tu avais fait avec Christophe que en parlant de Truffaut, tu disais surtout qu'on parlait de la filmographie et pas de l'homme. Ouais. Alors toujours, c'est souvent ça. Hein. Voilà, donc moi, ce que je te propose, c'est de te faire un questionnaire, sous forme de cinéma bien sûr, qui parle de toi, donc de l'homme. D'accord, allons-y. Voilà, tu es prêt? Ouais. Vous faites, mais j'ai glissé, chef, c'est dans quoi ça? La 7e compagnie. Mais oui, c'est Jean au clair de lune. Jean Lefebvre. Parce qu'il y en a eu 3. Oui, c'était au clair de lune, je crois. Au clair de lune. Oui. Ouais. Voilà. Ah, ok. Alors, est-ce que tu es prêt? On y va. Allez, c'est parti. Alors, si tu étais un film français, tu serais? La nuit américaine. D'accord. Donc de François Truffaut. Évidemment. si tu étais un film étranger. Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Ah oui, énorme. Moi, ce que j'adore, c'est la lumière dans ce film. Ah oui, et j'ai eu la chance de rencontrer Marisa Berenson. Ah oui, très grande actrice qu'on ne voit plus. Qui n'a jamais rien à dire sur ce film. Qu'on ne voit plus. Mais comment ça se fait qu'elle a rien à dire? Écoute, un jour, j'ai mangé avec elle, et on était plein, et je l'ai bassiné avec Barry Lyndon, et elle avait rien à dire. Et à chaque fois, elle s'arrange pour être invitée dans des trucs incroyables. Genre l'année dernière, j'étais pareil dans un truc à Nice, un grand festival, et c'était l'attraction. Il y avait Marisa Berenson, génial. Ils ont passé Barry Lyndon en disant, il y a Marisa Berenson, elle va parler du film, quoi. Donc tout le monde était là, on attendait fébrile. En plus, il ressortait le film sur un grand écran, c'était génial. Marisa Berenson arrive. J'ai tourné avec Kubrick en telle année, ouais, c'était super, au revoir. Et elle s'est faite une semaine au Carlton, juste pour dire 3 mots. Enfin, voilà, quoi. C'est énorme. C'est con, ouais. C'est con. C'est pas un caprice de star, mais bon, c'est pour moi un des plus grands films de tous les temps, en fait. Bon, on ne voit plus Marisa Berenson. Je parlais du film. Ah, excuse-moi, mais moi je parlais de Marisa Berenson. Non, on la voit plus, non? Alors c'est marrant parce qu'elle avait tourné dans le deuxième film de mon frère, qui était une catastrophe. Et où elle jouait son propre rôle dans Barry Lyndon, enfin bon, bref, mais elle est complètement, mais c'est un très très grand film, hein, vraiment, c'est le plus beau film pour moi qui ait jamais été fait, au niveau de la couleur, enfin c'est un film extraordinaire. D'accord. Ensuite, donc si tu étais une musique de film. La musique du mépris de Georges Delerue. D'accord. Donc de Godard pour le coup. Oui, qui est pour moi qui est une musique incroyable. Tu t'attendais à ça ou pas? Ah non, franchement non. Si tu étais un acteur célèbre.
Ouf. On parle de l'homme là. Mort ou... Ah, comme tu veux. Patrick Devers. Ça j'avais la réponse par Patrick Devers pour ses excès, sa folie, pour les rôles qu'il a incarné. C'est-à-dire qu'on s'imagine. Ce qui est génial avec Devers, c'est qu'on s'imagine possible. Enfin, je fais un parallèle qui a rien à voir. Mais bizarrement, quand on est face à des génies, on est presque. Ils nous donnent presque l'impression que on peut faire comme eux. Quand tu lis Proust, tu dis t'as l'impression de facilité. Tu dis que c'est tellement génial que il te donne envie d'écrire. Quand tu regardes Devers, il te donne envie de faire d'être acteur et de jouer ses rôles. Et vraiment, il était fou, il était imprévisible, c'était un sauvage, c'était un mec dans la jungle, quoi. C'est ce côté imprévisible qui est extraordinaire. On sent bien que tu es intéressable sur le sujet. Ah oui, sur Devers, ouais. Alors là, c'est peut-être un peu plus difficile pour toi. Quoique il faut dans ton imagination, si tu étais une actrice. Alors pas Marisa Berenson. On avait compris. Ou alors si Marisa Berenson, mais dans Barry Lyndon, ce qui est absolument superbe. Je serais Romy Schneider, c'est-à-dire le pendant féminin de Patrick Devers. Ah oui. D'ailleurs, tu la vois comme le pendant féminin. Ah, c'est Patrick Devers féminin. D'accord. Ah ouais, totalement. Ah oui. Ah oui, ils ont le même parcours. Enfin, pas le même parcours, mais il y a un truc de. Il y a un truc jusqu'au boutiste et je sais pas. Et c'est marrant qu'ils aient jamais joué ensemble. Ça, c'est un mystère total. Je sais qu'ils ont voulu, et c'est, je crois, Romy Schneider qui voulait pas, alors que Devers voulait. Bon, après, c'est pas toujours facile de dire tiens. Non. Mais il y a un côté écorché vif chez les deux qui est. Ah, ça c'est sûr, oui. Ouais, voilà. Alors là, une question un peu plus qui va faire aussi appel à ton imagination. Imagine que tu sois le Doc dans Retour vers le futur. Ouais. D'accord. À quelle époque tu aimerais aller et pourquoi? Bah, peut-être comme lui, à l'époque de ma naissance. À l'époque de ta naissance. Ouais. Hein. Pour revoir certains trucs. D'accord. Des lacunes de souvenirs que tu as Non. Ou sinon peut-être l'époque. Je pense que j'irai dans le passé. Oui. Visiter, je sais pas, l'époque de Barry Lyndon. D'accord. Peut-être le 18e siècle. Ouais, très bien. Ouais. Ou le 19e. Ou alors moi, je suis très fin 18e et 19e. Ouais, alors non, mieux. Je pense que je retournerai dans les années 10-20 pour aller serrer la main à Marcel Proust. Ah, ok. Ouais, et essayer de tout faire pour me faire inviter chez lui, voilà. D'accord. Et enfin, la dernière question. Si tu étais à ma place, quelle question tu aimerais que je te pose? Une question qu'on t'a jamais posée ou quelque chose que tu t'es dit tiens, j'aimerais bien un jour qu'on me pose cette question. Ta question n'est pas facile, Alain. Ouais, non. Si je sais pas, ça serait si tu étais un film. Je sais pas. Si tu étais un film, je te l'ai déjà demandé tout à l'heure. La nuit américaine. Je sais pas. Non, mais ça peut être une question de ton actualité, de ta vie personnelle. Ça peut être une question. La question que j'aurais voulu que tu me poses en fait. Ouais, celle que tu aimerais qu'on te pose. Tu sais, des fois, tout seul, des fois, on parle, on se projette dans quelque chose, puis on dit, tiens, un jour, j'aimerais bien qu'on pose ce genre de questions. Pourquoi tu n'es pas resté regarder le foot ce soir? Oh, c'est pas sympa, ça. Bon, ça, on va le couper, hein. Et justement, je préfère venir ce soir pour parler de coups de tête plutôt que de regarder le foot. D'accord, très bien. Écoute, merci. Voilà. Merci à toi. En tout cas, merci beaucoup. J'étais très ravi de venir. Merci beaucoup, Alexandre. Dans cette émission qui est formidable. Ça nous a fait super plaisir de t'inviter et comme j'en parlais avec Alain, c'est notre première émission et pour toute première émission, on a besoin d'un parrain et on voulait te demander si tu acceptais d'être le parrain de notre émission. Avec plaisir. Voilà, avec deux filles comme nous, t'es mal barré. Hein, ça va à mon avis. On va vider le frigo souvent. Non, vraiment bien. Merci beaucoup. Et puis merci à toi. Merci à toi. Et tiens-nous au courant pour la sortie du documentaire sur Jean Renoir. Ça nous plaisir. Intéresse. Et puis si vous voulez que je revienne en parler ou voilà. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu es ici chez toi. Et puis si on fait une spéciale sur Truffaut ou sur Devers ou sur autre chose, tu seras bienvenu. Ouais. Alors pour Devers, il y a une actualité si ça vous intéresse. Ça va être les 70 ans de sa naissance en février 2017. D'accord. Donc, il risque d'y avoir des bouquins qui vont sortir. Alors justement, puisque tu parles de bouquins, on va passer un peu à la chronique littéraire.
car il y a une petite actualité sur. Vous allez m'inviter aussi alors. Il y a une petite actualité qui sort. On n'en a pas parlé, même si on a parlé de Godard et d'autres, de Belmondo. Oui. Donc il y a une petite actualité sur Belmondo en ce moment qui fête ses 83 ans. Ouais. Et il y a sorti de 2 livres et d'un coffret DVD. Tu es au courant. Ouais. Alors justement, c'est la chronique. Ouais. Tu nous envoies la chronique, s'il te plaît. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Plus près, plus proche. Radio Web Passion. Bonne soirée. Eh bien voilà, c'est la fin de notre émission, la première Ciné Passion sur Radio Web Passion. Nous tenons à remercier à nouveau Alexandre d'être venu. Et merci à vous. Et d'être notre parent. Mais merci à vous, c'est un grand plaisir. Voilà. J'ai passé un très bon moment. Ah bah merci, nous aussi, franchement. Super. Dès qu'il s'agit de cinéma, fidèle au poste. Ok, merci à toutes et à tous pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous mardi 13 décembre de 20h à 22h pour une nouvelle émission Ciné Passion sur Radio Web Passion. Allez, bonsoir à tous et à bientôt alors.